congénitales différentes. Donc c'est ce qui fait aussi la complexité. Mais si vous regardez un peu l'évolution de la mortalité, maintenant, on va dire que 90% ou 95% des enfants atteignent l'âge adulte, ce qui fait que le nombre d'adultes congénitaux ne cesse d'augmenter alors que le nombre d'enfants est plutôt stable. Vous voyez, on est à peu près ici sur la courbe. Bah, il y a plus des 2 tiers de congénitaux adultes par rapport aux pédiatres, aux malformations cardiaques à l'âge pédiatrique. Donc, c'est sûr que vous en verrez, c'est obligatoire et vous en verrez de plus en plus passer en consulte, aux urgences, à l'USIC, en réa. Donc il faut au moins avoir des notions et je dirais quelques notions de base qui sont déjà savoir qui contacter. Bon, la mortalité, ça reste, vous voyez, un âge moyen de décès entre 40 et 50 ans, toutes cardiopathies confondues. Et quand on prend les cardiopathies congénitales simples, par exemple, CIA, sténose pulmonaire, canal artériel, vous voyez, malgré tout, l'odds ratio de décès par rapport à la population générale, il est de 2. Donc même une cardiopathie dite simple n'est peut-être pas si simple et pas anodine. Ça, c'est un papier qui était intéressant, qui commence à dater, où on a comparé le risque de décès à 5 ans quand un patient a 40 ans. Vous voyez, quand un patient a 40 ans et qu'il a une CIA, bon, bah, c'est comme si dans la population générale, il avait 42 ans. Bon. Un fallo de 40 ans, c'est comme s'il avait 50 ans. Un VU de 40 ans, c'est comme s'il en avait 75. Donc là, ça donne un peu une idée. Alors, c'est des cohortes anciennes, tout est en évolution, mais quand même, ça nous dit un petit peu la complexité. Et donc, de quoi il meurt? Il meurt avant tout d'insuffisance cardiaque, de mort subite, du périope et puis du non cardiologique, par exemple, mortalité non cardiaque type cancer, qui augmente bien sûr avec l'âge. C'est une évidence. Et donc, s'ils ne meurent pas et qu'ils vont pas si mal, ils sont souvent réparés, mais absolument pas guéris. Et ils ont tout un tas de complications qui vont de l'insuffisance cardiaque euh, multifactorielle, avec de la surcharge en pression, de la surcharge en volume, du ventricule gauche systémique, du ventricule droit systémique, donc très varié encore une fois. Ensuite, les arythmies, ça c'est les premières causes d'hospitalisation en urgence, c'est les premières choses que vous verrez à l'USIC, c'est sûr. C'est un congénital qui arrive en TSV ou en TV. L'hypertension pulmonaire, c'est soit post-capillaire sur des cardiopathies un peu vieillies gauche, soit plutôt dans des champs de vieillis qui s'avèrent ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger. Désolé, j'ai vraiment du mal à parler. Et puis, assez fréquent chez les congénitaux, surtout cyanogènes ou avec des lésions résiduelles, c'est le risque d'endocardite. Donc, vous allez me dire, bah oui, ça c'est comme tous les patients de cardiologie, et oui, c'est comme tous les patients de cardiologie en fait. Si ce n'est qu'ils ont un terrain un peu différent, et souvent un peu plus fragile, avec des spécificités dont on va donner quelques exemples, et encore une fois, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, loin de là. Alors ils ont, outre ces problèmes de complications aiguës, c'est souvent des sujets jeunes, et donc finalement, ils vont avoir aussi plein d'autres questionnements. Alors l'activité physique, ça ne nous intéresse pas là aujourd'hui, la contraception pas trop, par contre la grossesse, oui, on peut avoir une femme enceinte qui arrive en décompensation, en arythmie avec une cardiopathie congénitale, et puis le reste, c'est pas le sujet du jour non plus. Et donc ça, c'est les dernières recommandations européennes qui illustrent bien sur la première page ce que c'est qu'avoir une cardiopathie congénitale. Hein. Ça débute à la naissance où on va avoir souvent des interventions cathé, chir, les deux, etc. Tout petit, plus ou moins enfant. Après, il va y avoir un intervalle libre assez long. Et puis, il va se poser des questions, la risque de réassurance génétique, et puis après, des questions à l'âge jeune. Est-ce que je peux être enceinte? Quel est le risque de récidive, etc. Et puis, au fur et à mesure, vous voyez, bah, ils vont être une qualité de vie diminuée si, en particulier, s'ils ne peuvent pas faire d'exercices physiques. Ils vont avoir certains, évidemment, des drogues au long cours. Il va falloir évaluer leur risque, stratifier leur risque rythmique. Et puis, quand vous voyez un peu le schéma, et c'est ça qui est intéressant, c'est que
c'est qu'ils vont aussi, après, sur leur cardiopathie congénitale, rajouter dessus une cardiopathie acquise. Et donc, le syndrome coronarien de la transposition des gros vaisseaux qui a eu un switch artériel, où les coronaires ont été réimplantés clairement pas comme des coronaires habituels, ça va, c'est sûr. Alors, on n'y est pas encore, on n'a pas beaucoup de ces malades, mais ils sont en train d'arriver, et c'est sûr gréver leur pronostic. De une, il sera congénital, on dira, ah, c'est bon, c'est un congénital, ça me saoule, il a rien, ou il n'a pas grand-chose. Et de deux, quand il faudra faire quelque chose, souvent, ce sera plus compliqué. Alors, il n'y aura pas d'enfant, j'ai enlevé l'enfant. Arrêtez-moi pour, si déjà là sur les généralités, on va faire quelques cas cliniques pour illustrer. Est-ce qu'il y a des questions, des choses particulières jusqu'à maintenant? Non? Ok. Alors, on va faire des petites QCM ou des petits cas cliniques. Excusez-moi, mais il y a. Voilà. Alors, donc je vous ai laissé lire. Moi, il y a le chat qui se met devant moi. Donc Diane, 34 ans, qui a un remplacement valvulaire pulmonaire en 2007 pour une insuffisance pulmonaire. Elle a un pacemaker pour une dysfonction sinusale, endocavitaire. Elle est polydigestive. Elle a fait un infarct pulmonaire. Elle a eu des hémos positives à entérocoque fécalis. À votre avis, alors les dates évidemment sont fausses. Quel est le niveau de risque d'endocardite chez cette patiente? C'est facile, hein. Il n'y a pas de piège, hein. Élevé. Ça passe pas. Élevé, bon. Donc ça ne tourne pas. Désolé, mais avec tous les problèmes techniques, ça ne m'étonne pas. Euh, mais vous voyez déjà, donc dans son tube de la voie droite avec l'aval, ça c'est une énorme végète pulmonaire. Euh, et donc elle avait double raison, bon, du matériel, une valve et une sonde. Et ensuite c'est antécédent d'endocardite et cardiopathie cyanogène. Alors juste, petit mot, alors pas totalement sur les endocardites, plutôt sur ce patient, à votre avis, s'il y a une endocardite de la voie droite avec une grosse végétation comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme tableau clinique ou comme situation d'urgence chez cette patiente de 34 ans? Ça reste plus. Alors, embole septique, fièvre, arythmie, dyspnée, fièvre. Alors, embole septique, oui. Bon. Mort subite par quel mécanisme finalement? Dyspnée, cyanose. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait cyanoser cette patiente? S'il y en a qui veulent parler, vous pouvez, hein. Vous avez raison, hein, dans ce que vous dites, hein. Mais plus que l'embolie pulmonaire. Alors oui, il peut y avoir une embolie pulmonaire. Mais tout simplement, la végétation, elle peut être obstructive, hein. Une énorme végétation pulmonaire, ça peut faire l'équivalent d'une EP très proximale, genre du tronc de la paix. Et c'est donc un choc obstructif. Il peut y avoir une décompensation cardiaque droite, une insuffisance cardiaque droite aiguë sur un choc obstructif droit. Sachant que ça peut évidemment se révéler, vous l'avez marqué, par une mort subite. Elle peut faire la mort subite sur l'obstruction aiguë sévère. Il peut y avoir le côté septique, donc il peut y avoir des complications septiques de l'endocardite et ou des emboles septiques, ça c'est quand même entre guillemets moins grave. Si la végétation elle est très obstructive, donc on va avoir l'écho,
sur l'insuffisance tricuspide, un flux véloce, de pression ventriculaire droite augmentée, ce n'est pas les PAP, c'est les PVD augmentés, puisqu'il y a une obstruction dans la valve pulmonaire. Et on peut être amené, ça arrive, hein, ça nous est arrivé, d'aller dilater au ballon, en envoyant les végétations partout, hein, et de dilater au ballon pour lever l'obstruction et soulager le VD. C'est tout à fait possible. Ça équivaut à une thrombectomie de l'embolie pulmonaire aiguë. Hein. Sauf que là, bon, c'est de la grosse végète. On pourrait discuter d'aller essayer de la thrombospirer avec les nouveaux matériaux, mais voilà. En tout cas, au moins, on peut dilater. Et comment est-ce qu'elle pourrait être bleue? Parce que vous m'avez dit cyanose. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait être cyanosée? Comment? Pourquoi? Allez, c'est vendredi après-midi, mais pas dormir. Alors, et là, vous dormez? Et oh. Ah, voilà, ça commence. Associé à une CIA, exactement. Il faut qu'il y ait un shunt quelque part. Donc, un FOP ou une CIA, les pressions droites augmentent, les pressions de remplissage augmentent, le shunt s'inverse. Réouverture d'un shunt droit, FOP. Exactement. C'était simple, hein, mais c'était juste. Ça va bien, hein, on est dans le thème VD cet après-midi et tout. Les congénitaux, il y a souvent du VD. Alors, Madame X, on change d'âge. C'est un âge plus familier. Madame X, 80 ans, Disney grade 3 avec OAP sur passage en F1. Oh, putain. Je suis désolé, il n'y a rien qui est passé. Bon, c'est pas grave, vous pouvez quand même me dire. Je vais le faire parce que sinon ce sera trop long. En cas de cavité, on voit des cavités droites dilatées. En sous-costal, pseudo-bicavale, la veine cave qui est là, la veine cave qui est là, c'est pas tout à fait une bicavale. On a une CIA. Je suis désolé parce que ça aurait quand même été bien de le faire en dynamique. Tous les codecs sont indisponibles. Donc elle a une fraction d'éjection du ventricule gauche préservée, une anomalie de la fonction diastolique gauche, une CIA de 25 mm qui chante gauche-droite, une dilatation des cavités droites, et sur le fluidité, des PAPS estimés à 60. Qu'est-ce que vous faites chez cette patiente? Cathé droit, tout à fait. Cathé droit avec quoi? Donc, vous voyez, on est dans ce cas-là. On a des pressions pulmonaires augmentées avec un shunt et tout, il faut discuter. Le cathé. Donc le KT nous donne ça, les pressions dans l'oreillette droite sont à 12, les PAP sont estimés à 60 de systolique 32 moyenne, les PCP à 20, donc c'est une HTAP clairement post-capillaire, en grande partie. Le QPQS estimé avec les gazos étagés, on ne va pas faire tout le cours, mais on prend des saturations étagées, veine cave, AP, veine pulmonaire et aorte, et après, en faisant le rapport des shunts, ça fait un QPQS à 1,5. Donc c'est une HTAP post-capillaire, avec du shunt. Là, ce qui vous manque, c'est les résistances. Bon, je peux vous dire qu'elles sont basses. Il faut faire le calcul des résistances avec la VO2, mais elles sont basses. Donc là, clairement, on peut lui fermer sa CIA, mais en faisant attention aux pressions gauches, donc probablement en la diurétiquant bien avant et après, et ça va clairement améliorer cette patiente. Ce qu'on peut faire, et c'est ce qui est recommandé, c'est faire un test d'occlusion. Je suis désolé, mais il y a la prothèse. Bon. C'est faire un test d'occlusion quand vous pouvez gonfler un ballon entre la CIA, boucher la CIA et mesurer la pression dans l'oreillette gauche et attendre 10 minutes et voir comment est-ce qu'elle augmente. Est-ce qu'elle augmente pas trop? Alors c'est pas très très clair hein, dans les recommandations. Il n'y a pas de cut-off si ça monte de moins de 5, de 2, de 10. On considère, nous, que si ça ne s'élève pas plus de 20% ou de 5 mm de mercure, c'est que c'est pas significatif et donc on peut fermer la CIA. À 80 ans, vous allez me dire que ça sert à rien.
Si, elle va clairement en bénéficier sur un point de vue symptomatique et fonctionnel. Quand c'est une bonne indication, ça marche très bien. Donc les CIA, vous en avez parlé tout à l'heure, juste. La CIA, c'est un défect interatrial. Alors, est-il raisonnable de traiter juste médicalement par diurétique? Alors oui, on peut mettre des diurétiques, mais on ne va pas lui diminuer son champ de gauche droit de la CIA. Et donc, en fait, alors elle aurait 80 ans, ce serait une chirurgie, certes, peut-être qu'on s'arrêterait là. Là, la procédure de fermeture percutaneuse d'une CIA comme celle-là, elle est quand même assez simple, en tout cas très bien balisée. Ça vaut le coup d'aller la traiter. Je pense que c'est pas vous qui me contredirez que 80 ans, on traite les patients de 80 ans. On leur fait des coraux, on les stent, donc pourquoi pas leur fermer une CIA. La CIA ostium secundum, c'est celle qui est au milieu du septum interatrial. L'ostium primum, c'est au niveau des valves AV, c'est le CAV. On n'en parle pas là. Et après, il y a des CIA orales et veines caves super-examinales des retours veineux, c'est la CIA sinus venosus. Donc c'est très longtemps asymptomatique, comme cette patiente qui a 80 ans, mais ça fait des troubles du rythme, ça peut faire de l'insuffisance cardiaque. Elle, à votre avis, son insuffisance cardiaque droite, elle était liée à quoi? Bon, je vais vous le dire. Elle était liée à sa dysfonction diastolique gauche. En fait, vu qu'il y a une CIA, la pression dans l'oreillette gauche, c'est la même que dans l'oreillette droite. Donc la pression télédiastolique du VG, c'est la pression reflétée dans l'OD. Et donc en fait, son insuffisance cardiaque droite, c'était de la dysfonction diastolique du VG, du sujet âgé, d'où les diurétiques. Okay. Voilà. Ensuite, voilà. Bon, bah, ça, c'est ce que je vous ai dit. On améliore nettement les capacités, même chez les sujets vraiment âgés. On diminue le risque d'arythmie et on diminue les PAP de débit. Alors, ensuite, autre petit cas. Ça va, je crois que j'ai encore 5-10 minutes. Vous me dites. Hein. Patient de 40 ans qui a une tétralogie de Fallot, perdu de vue, il a été opéré à l'âge de 2 ans. Fin août, après un sevrage brutal en alcool, il y a des palpitations qui apparaissent, une dyspnée, il est mis sous propranolol aux urgences. J'aurais pas dû mettre l'endroit, excusez-moi. Et puis, il a ce CG. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile, hein. Il n'y a pas de piège. Bon, vous dormez. Il est en flotteur. Merci. Il est en flotteur. Il lui faut un angioscan pour éliminer une EP. Ils disent que les cavités droites sont dilatées. Ils le mettent sous électis, furo, biseau, et puis ils lui disent vous reverrez le cardio dans 3 semaines. Il gérera tout ça. Bon, ça, c'est pas une très bonne idée. Ah, ben là, il y a l'IRM qui tourne. Et le reste ne va pas tourner ou le reste tourne. Ah, si. Enfin. Donc ça, c'est son IRM avec un VD très dilaté, un peu dysfonctionnant. Les troncs de la paix qui sont libres, les AP jolis. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écho, là? Les boucles d'écho aussi. Je vous écoute. Vous les refait défiler. Celle-là, par exemple, en bas à droite. Qu'est-ce que vous voyez? Sur la parasternale, petit axe avec la horte au milieu. Une IP sévère. Vous voyez, c'est le rouge, là. On voit même plus vraiment de valve, hein, il n'y a plus de valve. Et vous voyez par contre le flux, il est tellement sévère qu'il est protodiastolique. Il n'est pas du tout toute la diastole. Donc en fait, vous voyez, tac, 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 il y a des moments où on ne voit même pas de rouge. C'est très bref, tellement la fuite est sévère. Ça, c'est son VG. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y avait une dilatation du tronc de la paix, une insuffisance pulmonaire libre, qui dilate les cavités droites. Qu'est-ce que vous pensez de ce VG? Alors? Bah ouais, il n'est pas en canne. Hein. Il y a une dysfonction systolique du VG, clairement, sur le flotteur. Il n'y a pas de doute. Bon, qu'est-ce que vous faites? Bon, bah là, il faut le réduire. Hein. Donc, l'idée d'attendre 3 semaines sur un falot vieilli avec une fuite pulmonaire libre, un VD dilaté, de le laisser 3 semaines en flotteur, c'est clairement pas une bonne idée. Donc, on va le réduire. Et puis après, on va
parler du reste. Bon, les arythmies supraventriculaires dans le, dans le- excusez-moi, dans le phallo, elles apparaissent surtout à partir de l'âge de 40-45 ans. Et vous voyez, hein, avec au début des réentrées et puis après aussi de la FA. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une cause fréquente d'insuffisance cardiaque, de mort subite, première cause d'hospice. Il y a quelques recos quand même qui discutent, mais les médicaments sont beaucoup moins efficaces. Et puis on ne va pas laisser de la corde à rendre au long cours chez un patient de 40 ans. Et maintenant, grâce au progrès de l'ablation, on les ablate en carto et ça marche vraiment pas mal. Il y a un risque de récidive, mais qui est quand même nettement diminué. Donc le risque de mort subite, par contre, si on parle de rythmo général, pas que du phallo, là c'était une TSV, il y a tout le risque de TV et de mort subite. Les 5 cardiopathies les plus apparues, c'est la tétraloïde phallo, le ventricule unique, la transpo, on va dire, et les doubles discordances stéréoaortiques. Bon, je vous apprends rien, syncope, c'est les symptômes d'alarme. Il n'y a pas de recours très spécifique sur l'implantation d'un DEF en prévention primaire, évidemment. Et il y a énormément d'études là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce cas clinique aussi, c'est qu'il était perdu de vue le patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 années, il n'a vu plus personne. Probablement parce qu'il a eu une mauvaise transition. Le passage de la pédiatrie à l'adulte, il s'est mal fait. Et on sait qu'il y a 2 tiers des patients qui vont avoir au moins une perte partielle de suivi à cette période-là. Et donc, il faut faire, c'est notre boulot de cardiopédiatre, des journées d'éducation, de la transition, et éviter qu'ils se perdent de vue. Vous voyez, les raisons, c'était, ils se sentaient bien, donc ils ne voyaient pas pourquoi ils iraient voir quelqu'un. Plus ils étaient loin d'un centre tertiaire, et heureusement, les cardiopathies simples. Ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Mais les conséquences, c'est qu'il y a 3 fois plus d'interventions en urgence quand le patient est perdu de vue. Donc, un patient perdu de vue aura plus de chances de se retrouver en musique. Donc ce patient, juste, on va le choquer, puis lui faire l'explo et l'ablater de son flotteur. Et puis évidemment, on va s'occuper de l'hémodynamique. Donc on va probablement le revalver par voie percutanée ou chirurgicale, après avoir évalué son risque rythmique. Donc ça, c'est un autre message important. C'est rarement, voilà, il est venu pour une TV, une TSV, il est passé à la musique, on l'envoie en rythmo, et puis il rentre à la maison. Bah ouais, mais là, on a oublié toute une partie, c'est de reprendre dès le tout l'hémodynamique, et il n'y a pas que le rythme, il vient pour le rythme, mais il faut s'occuper du reste après. Donc ça, c'est assez important. C'est un message très bon. Alors, un patient, on va passer parce que c'était trop facile. Et ça, c'est un dernier cas d'une femme de 28 ans. Ça, vous pouvez avoir à musique aussi. Poussée hypertensive, 242 systolique, à l'ETT, il y a un HVG. Finalement, on lui prend tout simplement, hein, c'est bête, mais faites-le, une tension membre submembrane, et il y a 70 de gradient membre submembrane. Je suis désolé, ça passe pas, mais le plus important, c'est ça. Elle a une coartation ismique native. Et le diagnostic, c'est un Doppler continu sur l'isthme avec un prolongement diastolique. Normalement, quand on tire sur l'isthme, il y a juste un flux systolique, ça s'annule en diastole. Là, il y a un prolongement diastolique, ça simule la coartation. Ce n'est pas la vélocité, il n'y a pas de vélocité et tout, c'est le prolongement diastolique. Quand on lui fait une imagerie de coupe, on voit très bien la zone isthmique rétrécie. Et là, typiquement, c'est un bon candidat pour un stenting d'emblée. Les chirurgiens n'aiment pas trop y aller, ça saigne, c'est compliqué si on peut y aller au 4 leucémie. Donc la forme de l'enfant, ça peut être le choc cardiogénique. Clairement, chez l'adulte, ils viennent souvent sur un tableau d'HTA qui peut être non contrôlé. Voilà. Bon, si la patiente est enceinte, je passe. On va passer enceinte. Et pour finir, ça c'était un papier très intéressant où ils ont évalué 310 patients référés dans un centre tertiaire de congénital adulte en Australie. Et ils ont regardé, quand on les avait envoyés, est-ce qu'ils étaient envoyés dans un état catastrophique, une complication majeure, modérée, mineure? Et en fonction de si c'était envoyé par un cardiologue congénitaliste ou généraliste, vous voyez, un cardiologue généraliste, malheureusement, il y a 5 fois plus de risques de complications graves si c'est référé par un cardiologue de spécialité. Les autres facteurs de risque, ce n'est pas que la faute du cardiologue, on est bien d'accord, c'est la complexité de la cardiopathie, heureusement, encore une fois.
Et s'il est perdu de vue, ça revient toujours. Et quelles étaient les erreurs finalement? Parce qu'ils ont regardé, quand on dit des erreurs, c'est erreurs catastrophiques, majeures, modérées. Ils les ont donc évaluées. Et par exemple, ne pas reconnaître une endocardite de la voie droite. C'est des patients, là, je vous ai fait un exemple, les endocardites de la voie droite, elles se managent différemment. Souvent, elles sont soit très très aiguës, soit au contraire un peu sourdes. Le TO n'est pas du tout l'examen de référence, c'est pas ça qui nous aide tant que ça, c'est plutôt le scan, bien fait. Voilà. Donc, il y a des valves qui sont plus à risque, une mélodie est plus à risque qu'une autre valve. Ensuite, le gros facteur, c'est sous- ou surestimer les pressions pulmonaires, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est-à-dire dire l'IT elle est véloce, oh là là, il a de l'HTAP, c'est une catastrophe, on ne peut plus rien faire. Ben non, en fait, c'est juste qu'il y a un obstacle, c'est pas parce qu'il y a une IT véloce qu'il y a de l'HTAP. L'obstacle, il peut être pulmonaire, les branches pulmonaires ou les artères pulmonaires en cas d'HTAP. Et ensuite, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi, c'est le mauvais management de l'arythmie. Type notre patient, de le laisser 3 semaines en flotteur alors qu'il a un FAO vieilli, avec un VD énorme, etc. Il ne va pas le bien tolérer. Le pire, c'est le ventricule unique qui passe en flotteur ou la transpo des gros vaisseaux avec Mustard ou Senning, c'est-à-dire switch atrial, qui passe en TSV. Là, si vous le laissez plus de 48 heures en TSV, vous êtes sûr qu'il finira en carafe, soit en choc cardiogénique, soit mort. Donc il faut les prendre en charge vite. On ne le renvoie pas, on le garde à l'usine et on le traite. Soit on peut l'ablater très très vite, soit on le choque puis on l'ablate. C'est vraiment capital. Et donc, c'est quoi un centre expert? C'est un peu ça. En gros, il faut pouvoir faire de la chirurgie, de la destréa et tout. La cardio adulte nous aide, hein, grâce à l'arythmo, la imagerie, de l'assistance transplantation. Il faut une bonne imagerie, ça c'est sûr. En général, du lien avec l'équipe d'obstétrique parce qu'elles sont jeunes femmes enceintes où on a plein de problèmes. Et puis, je vous ai donné un exemple d'HTAP, mais il y a parfois dans les Eisenmenger des maladies multisystémiques ou des atteintes multi-organes, le foie pour les ventricules uniques. Donc, tout ça, ça nécessite un gros réseau dans des centres experts. Arthur, Et ça, c'est un papier qui commence à dater, mais qui, je trouve, est toujours hyper parlant. Au Canada, ils ont dit on va faire des guidelines en 96 de congénital adulte. Bon, ok. Ils ont publié les guidelines, ils ont commencé à changer leur prise en charge, vous voyez. Et puis, de plus en plus de patients pris en charge dans les centres de compétences, de référence, experts. Et quelques années après, la mortalité qui diminue. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est pas juste, c'est bien, ça fait du chiffre pour les centres de référence. Non, enfin, pour les centres experts, c'est le but, c'est vraiment d'améliorer la mortalité et évidemment la morbidité de ces patients. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là. ça va? On est un peu dans Bon. le timing.